Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous présentons le modèle 6 qui traite des ODD, plus précisément les économies africaines et les ODD. Il s'agit de passer en revue les défis et les opportunités liées aux données et à la modélisation. Alors, les objectifs pédagogiques de ce module sont les suivants. L'objectif principal, c'est de faire un état des lieux du système d'information de l'agenda 2030 en Afrique, puisque cet agenda-là, il est très exigeant en base de données. On va voir quelle est la situation réelle des pays africains qui sont engagés dans la mise en œuvre de cet agenda. De manière spécifique, il s'agira d'identifier les défis liés aux ODD. Il s'agira également de mettre en évidence les gaps en matière de données pour renseigner les indicateurs de l'agenda. Et enfin, il s'agira aussi de présenter une stratégie qui permettra de combler les gaps qui ont été identifiés en matière de données. Alors, pour l'agenda 2030, alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet agenda-là? Et quels sont les principes sur lesquels également il repose? Alors, pour la justification, ce qu'on peut dire, c'est que cet agenda est né d'une prise de conscience de la communauté internationale, une prise de conscience des limites du modèle de croissance et de développement et qui est appliqué un peu partout dans le monde, disons, depuis la révolution industrielle. Alors, ce modèle de croissance et de développement est caractérisé essentiellement par des problèmes de soutenabilité. Et cela peut être illustré de différentes manières. D'abord, à travers le phénomène de surexploitation des ressources naturelles. Il y a également des problèmes de dégradation de l'environnement. Il y a aussi les problèmes des inégalités, tant au niveau à l'intérieur des nations qu'entre les pays, et également la récurrence des catastrophes aussi bien naturelles qu'industrielles. Alors, ce nouvel agenda, devrait rompre avec les tendances qui ont été observées jusqu'à présent. Ce qu'on peut désigner sous l'appellation du scénario business as usual. Ça veut dire que c'est un scénario tendanciel qui consiste à continuer avec le modèle de croissance et de développement malgré ses limites. Alors, l'agenda 2030 repose ainsi sur un certain nombre de principes et de critères. D'abord, c'est un agenda ou un programme qui a un caractère universel. Ce qu'on veut dire par là, ça va concerner tous les pays du monde, aussi bien les pays en développement que les pays développés. Et là, ça s'oppose, par exemple, au programme qui l'a précédé, celui des objectifs du millénaire pour le développement. Appelé OMD, parce que le programme OMD, comme nous le savons, ne concernait que les pays en développement, alors que l'agenda 2030 va concerner aussi bien le monde développé que le monde en développement. Une autre caractéristique de cet agenda, c'est sa perspective en termes de développement durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, les problèmes qui sont posés ne sont pas uniquement des problèmes économiques, et il s'agit aussi de problèmes sociaux et aussi de problèmes environnementaux. Ensuite, une autre dimension concerne la gouvernance et la mise en place d'institutions efficaces. Et pour que tout cela fonctionne correctement, là aussi, il est envisagé de mettre en place un dispositif pour le suivi et également pour l'évaluation des politiques mises en œuvre. Et enfin, un principe majeur sur lequel repose cet agenda, c'est le principe selon lequel il ne faut laisser personne en compte ou il ne faut laisser personne derrière. Ça veut dire qu'ici, on insiste beaucoup sur le caractère inclusif de la démarche, aussi bien dans la conception des politiques
dans la mise en œuvre, dans le suivi. Alors, cet agenda 2030 est structuré autour de 17 objectifs de développement durable, de 169 cibles et également de 232 indicateurs. Ces ODD sont résumés dans ce tableau-là et on peut constater effectivement qu'il balaye effectivement les trois dimensions dont on a le développement durable. Certains ODD se focalisent sur la dimension sociale, d'autres sur la dimension économique et d'autres enfin sur la dimension environnementale. Alors, sur ce ODD, il y a un certain nombre de défis, effectivement, qui doivent être auxquels, en tout cas, les pays doivent faire face, donc relever. Voilà, les défis à relever sont multiples. Dans le cas des pays africains, il s'agit de réussir la transformation structurelle, parce que ces pays, jusqu'à présent, ont des structures qui ne sont pas fondamentalement différentes des structures héritées de la colonisation, c'est-à-dire des économies fondées sur l'exploitation des matières premières. Il s'agit là effectivement de rompre avec cela, de changer ces structures-là, d'adopter un modèle de croissance qui crée davantage d'emplois, des emplois décents, et surtout de modifier aussi la structure de l'emploi en favorisant une mobilité de l'emploi des secteurs à faible productivité vers les secteurs à plus forte productivité, et tout cela en prenant soin de préserver l'environnement. Autre défi également, c'est la mise en œuvre d'une stratégie qui permet de s'adapter au changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est un bien public, c'est-à-dire que ça concerne tous les pays du monde entier, tous les pays, et il s'agira donc le défi ici, c'est d'adopter des stratégies pour s'adapter, mais également pour atténuer les effets du changement climatique. Un autre défi aussi, c'est la paix et la sécurité, parce que là aussi, malheureusement, en Afrique, il y a beaucoup de zones, beaucoup de régions qui sont en proie à des phénomènes d'instabilité, à des conflits, et il y a effectivement de ramener la paix pour créer les conditions d'un développement harmonieux. Un autre défi, c'est la bonne gouvernance, également, et la transparence. Et enfin, un des plus importants défis, il est lié au système d'information. Et il s'agit effectivement de mettre en place un système d'information qui permet de rendre compte effectivement de ces ODD. Et aussi, il s'agit de mettre en place des outils appropriés qui vont permettre d'assurer le suivi du programme. Alors, pour les leçons apprises et la question de capacité des pays africains à renseigner les indicateurs des ODD, on peut souligner déjà que la mise en œuvre du programme précédent, c'est-à-dire le programme des OMD, a permis quand même de faire des avancées notamment en matière de développement humain. Et ça peut être illustré par un certain nombre de données statistiques. Par exemple, si on considère la pauvreté extrême a diminué de moitié parce que, effectivement, le nombre de personnes pauvres est passé de près de 2 milliards en 1990 à moins de 850 millions en 2015. Ensuite, un autre indicateur, une autre statistique ici qui mérite d'être soulignée, ça concerne les personnes sous-alimentées dans les régions en développement. Là aussi, on a noté une baisse de près de moitié de ces personnes sous-alimentées-là entre 1990-92 et 2014-2016, puisque le nombre de personnes est passé de d'un peu plus de 23%
à un peu moins de 13%. Alors, si on considère également le taux net de scolarisation en Afrique, au sud du Sahara, ce taux a plus que doublé entre 1990 et 2000. Entre ces deux périodes-là, hein, il est passé de moins de 10% à 20%. Alors, pour les leçons, maintenant, il y en a plusieurs de leçons qu'on peut tirer de la mise en œuvre des OMD. D'abord, on peut noter l'importance de disposer des données de qualité, des données qui répondent à un certain nombre de critères, des critères bien déterminés. Il s'agit de la disponibilité de données, il s'agit de leur accessibilité, de leur actualité et également de leur désagrégation. Une autre leçon également qui peut tirer de cette expérience, c'est la nécessité de disposer d'un système de suivi et d'évaluation pour mesurer les progrès, mais également pour pouvoir procéder aux correctifs nécessaires et rendre les politiques plus efficaces et mettre donc les programmes dans la bonne trajectoire. Une autre leçon apprise est l'importance d'une approche participative, une approche qui va inclure les différents acteurs, ça veut dire les administrations, le secteur privé, la société civile, et cela pour favoriser l'appropriation des programmes. Et enfin, une autre leçon également à tirer, c'est la révolution des données, c'est-à-dire mettre en œuvre une stratégie permettant de mobiliser le maximum de données qui vont permettre de renseigner les différentes dimensions du programme et qui vont ainsi créer les conditions de réussite du programme. Alors, dans le cas des pays africains, ce qui a été constaté, c'est que ces pays ont de sérieuses difficultés pour renseigner et assurer le suivi des ODD. Alors, cela peut être illustré ici par le cas du Sénégal. Et dans le cas du Sénégal, il y a une enquête qui a été menée par une ONG qui s'appelle IPAR. Et IPAR a mené cette enquête aussi bien auprès des producteurs de données que du côté des utilisateurs des données. Alors, les résultats obtenus de cette enquête donc, sont les suivants. D'abord, du côté des producteurs de données. Alors, il est à préciser déjà ainsi que dans l'enquête, il y a 9 domaines qui ont été considérés. Et quand on regarde un peu les contraintes qui se sont posées pour collecter l'information au niveau de ces 9 domaines, il y a eu une constante, c'est-à-dire que pour chacun des domaines, la contrainte à la mobilisation de données qui semblait la plus forte, c'est la contrainte des ressources. C'est l'insuffisance des ressources qui semble être une des principales contraintes pour les différents domaines. Et quand on regarde, par exemple, un domaine tel que la gouvernance, là aussi, la contrainte qui semble la plus forte est la collaboration des enquêtés. Parce qu'on sait que souvent les questions de gouvernance dans beaucoup de pays sont tabous, en tout cas, comment dire, pour avoir l'information sur les questions liées à cette thématique, très souvent, comment dire, les enquêtés ne font pas toujours preuve de collaboration ou de coopération. Pour la gouvernance, donc, la contrainte qui semble la plus forte, c'est la collaboration des enquêtés. Et dans un second temps, arrive le protocole administratif. Si on considère maintenant un autre domaine tel que l'énergie et l'hydraulique, là, le protocole administratif apparaît comme la contrainte la plus simple. Alors, du côté des utilisateurs de données maintenant, la contrainte la plus forte, trois des 9 domaines, c'est-à-dire le domaine agriculture, le domaine gouvernance et le domaine hydraulique. Pour tous ces 3 domaines, le défaut de collaborateur apparaît comme la contrainte la plus forte. Par contre,
si on considère d'autres domaines comme l'environnement et la gouvernance, là, la contrainte qui paraît la plus importante, c'est le manque d'outils d'analyse. Alors, tous ces résultats-là, effectivement, vont nous, comment dire, permettre comment dire, nous édifier un peu sur les contraintes auxquelles le système sénégalais est confronté pour pouvoir renseigner les ODD. Il y a effectivement un gap assez important, mais le gap est plus important pour certains domaines tels que l'économie et l'environnement, parce que pour ces deux domaines, le taux de couverture des indicateurs est de 62%. Mais le domaine, pardon, 62% et 67%. 62% pour l'économie et 67% effectivement pour l'environnement. Et le secteur où peut-être il y a une plus de satisfaction en termes de couverture, c'est le secteur social. Parce que ce secteur est déjà pris en charge avec le programme précédent qui est celui des ONG. Alors, vous avez donc ces différents tableaux-là, donc donnent les résultats, effectivement, de cette enquête. Et le tableau 4 qu'on a ici nous édifie également sur la capacité du système à renseigner les ODD en considérant les indicateurs liés à l'économie, les indicateurs de gouvernance, les indicateurs concernant la dimension sociale et également la dimension environnementale. Et enfin, comment dire, la couverture globale qui est de 62,5% des indicateurs par la base de données disponible au Sénégal. Alors, bien, ces problèmes-là ne sont pas spécifiques au Sénégal. Ces problèmes de capacité du système national, on les retrouve aussi ailleurs en Afrique et plus précisément en Afrique du Nord. Ici, les informations également disponibles à travers le graphique qui est présenté ici, alors où un score, un indicateur en termes de sous forme de score a été construit pour apprécier la capacité des systèmes statistiques nationaux. Alors ici, plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus la capacité du système en question est élevée également. Et il y a des intervalles qui ont été déterminés pour caractériser effectivement cette capacité en termes, soit elle est faible, ou elle est moyenne, ou bien elle est élevée. Alors quand on regarde ces résultats, on voit qu'un pays comme la Libye a un score qui est de 22,2%. Donc la Libye se situe dans l'intervalle le plus bas entre disons, entre 0, disons, et 5 ans. Et quand on est dans cet intervalle-là, on a une capacité qui est faible. Alors, des pays comme l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et le Soudan sont dans le deuxième intervalle et donc ont une capacité qui est jugée moyenne. Et les pays dont la capacité est jugée élevée, c'est-à-dire qui ont dépassé le seuil de 75% en termes de score, dans ce groupe de pays d'Amérique du Nord, il n'y en a que deux. Il s'agit de l'Égypte avec un score de plus de 80%. Et le Maroc avec un score de près de 77%. Alors, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre le PIB par tête et le score. Parce que des pays comme la Libye, comme l'Algérie, ont un score relativement faible par rapport à leur niveau de développement. Cela veut dire qu'effectivement, la capacité du système statistique est aussi une question de volonté politique, une question de crédibilité établie par les pouvoirs publics. Et enfin, ce qu'on peut noter, c'est que si on considère l'Afrique au sud du Sahara, le score qui est attribué ici est d'environ de 60%. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici au niveau de l'intervalle où la capacité est jugée moyenne. Donc, on peut dire que globalement, les systèmes statistiques en Afrique
au sud du Sahara a une capacité qui est plutôt moyenne. Alors, cette capacité statistique est limitée et entravée par un certain nombre de contraintes assez fortes, parmi lesquelles on peut noter la question des budgets qui sont souvent limités et aussi instables, la question des ressources humaines qui souvent sont insuffisantes ou inappropriées, la question également des équipements et des infrastructures qui ne sont pas toujours adéquats, et également la faible sensibilité à la qualité. Alors, le contexte actuel que vit le monde, disons, depuis l'apparition de la pandémie, cette pandémie va constituer une contrainte additionnelle. Une contrainte additionnelle qui a eu un impact négatif sur les activités menées par les institutions nationales de statistiques en Afrique. Et à ce propos, une enquête a été menée en 2020 par la CEA sur un échantillon de 34 pays africains. Et le résultat de cette enquête révèle que 25% des enquêtes qui étaient prévues dans ces pays ont été interrompues et 48% des enquêtes ont été reportées. Donc, on voit qu'effectivement, les activités liées à la collecte d'informations ont été fortement perturbées. Et l'enquête révèle également que même dans les pays où les activités d'enquête et de recensement ont été maintenues, là, il a été constaté que le taux de réponse était relativement bas et également la couverture de l'échantillon aussi était assez limitée. Alors, le résultat de cette enquête aussi menée par la CIA en Afrique a également mis en évidence un certain nombre de besoins qui sont liés à l'impact de la crise sanitaire. Il s'agit d'un besoin en termes d'assistance technique et de renforcement des capacités. Il s'agit aussi d'un besoin de soutien financier et également d'un besoin en termes de soutien en déploiement de solutions collaboratives.